Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc c'est l'épisode numéro 65. Je suis ravie de vous accueillir ici et trop contente de faire cet épisode qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'épisode de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, mon invitée c'était Pauline Léniaud, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a le gros podcast qui est le podcast number 1 en France, qui s'appelle Le Gratin. Elle a aussi une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Pauline c'est une entrepreneuse à succès et on a parlé de comment gérer 2 business, 2 activités en même temps. Donc je vous disais que ça pouvait être valable à la fois quand on avait 2 projets ou 2 business, mais aussi par exemple quand on était maman et entrepreneur, salarié et en train de démarrer un business, parce que de business c'est ça, ce n'est pas que avoir plusieurs boîtes en même temps. Et aujourd'hui on va un peu creuser et approfondir un de ces sujets qui est de comment gérer les choses et comment lancer un business quand on est salarié à côté. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont en phase de création de projet ou qui sont en train de se lancer et qui sont déjà salariés à côté et qui souhaitent peut-être rester salariés et juste, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, soit qui souhaitent à long terme, ça c'est la majorité d'entre vous, quitter leur salariat. Alors comment on fait quand on veut être entrepreneur à temps plein? Mais pour être entrepreneur à temps plein et quitter notre salariat, il faut qu'on ait des revenus suffisants. Mais pour avoir des revenus suffisants, il faut qu'on ait le temps de bosser sur notre business. Mais pour avoir le temps de bosser sur notre business, il faut plus qu'on soit salarié. Mais pour ne plus être salarié, il faut avoir un chiffre d'affaires. C'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent mais comment je vais réussir à faire ça? Comment je peux trouver suffisamment de temps pour bosser sur mon business, pour le développer suffisamment, pour pouvoir ensuite quitter mon salariat tout en sachant que mon salariat m'occupe environ 40 heures par semaine. Et puis je sais aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en plus de ça sont des parents, donc il y a les gosses à gérer. Pas de panique. L'épisode d'aujourd'hui est là vraiment pour vous donner des clés pour y arriver, pour y parvenir. Aujourd'hui, j'accueille une invitée qui est Charlotte. Charlotte, c'est le cerveau derrière Postadem. Postadem, c'est une entreprise qui fait du coaching, qui fait des formations en ligne et qui aide justement les salariés soit à se reconvertir vers quelque chose qui leur correspond plus, donc à trouver leur voie, soit même, et ça c'est une des spécialités, ce que Charlotte adore faire, aider les salariés à faire la transition vers l'entrepreneuriat à travers du coaching ou à travers des formations en ligne donc. Et je ne voyais personne de plus qualifié qu'elle pour vous donner des conseils d'organisation, des astuces, un plan d'action et les bons coups de pied aux fessiers qui vont bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, ma petite dédicace qui est le moment privilégié où je prends le temps de remercier chacun d'entre vous qui me laisse une petite dédicace sur le podcast. Et aujourd'hui, je voudrais faire un shout-out, une dédicace à Nali74 qui nous a écrit un podcast accessible à tous. Je découvre ces podcasts et en suis vraiment devenue fan. Je vais être amenée à faire du commercial intensif alors que je n'ai aucune formation et aucune expérience. Accessible et compréhensif pour une novice, il m'aide à définir les actions à mener. Merci pour ce type de contenu très enrichissant. Merci à toi, Nali74, et je suis très touchée par ton commentaire. Déjà, bon courage pour faire du commercial intensif, mais tu verras, je te rassure, le commercial, la vente, la prospection, c'est souvent ce qui fait très peur, mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'un dialogue et ce n'est rien d'autre qu'une discussion, en fait, avec ton prospect. Et si ton business est suffisamment bien monté, tu n'auras jamais l'impression d'aller passer pour une vendeuse de tapis, d'aller racketter tes clients ou quoi que ce soit. Donc, rassure-toi, ça va le faire. Et un grand merci de soulever justement le fait que ça te donne des astuces et des conseils qui sont accessibles à n'importe quel niveau parce que c'est vraiment un de mes fers de lance dans mon business de dédramatiser l'entrepreneuriat, de le rendre simple, de le rendre accessible. Je déteste les gens qui font des mots compliqués, je déteste les marketeurs qui nous sortent des termes hyper compliqués, pointus, souvent en anglais et au final on se rend compte que ça veut dire un truc tout bête mais ils ont mis un mot compliqué pour faire genre dessus. Bref, ça c'est pas du tout moi, donc je suis contre ce genre de choses et très contente que tu trouves que le podcast
est accessible à n'importe qui. Donc, merci pour ce beau retour à toi. Ok les amis, je ne vais pas vous faire languir ni attendre plus longtemps. Je vous laisse place à mon entretien avec la belle Charlotte de Postadem. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Charlotte, je suis trop contente de te retrouver sur le podcast et je peux pas m'empêcher de rigoler parce que en fait je me dis putain on s'est rencontrés dans un avion et genre on a partagé une chambre, t'as eu la chance de m'entendre ronfler et donc forcément ça crée des liens, mais donc je suis très contente de te retrouver pour un truc on va dire un petit peu plus officiel. Merci, donc Charlotte, toi t'es la fondatrice et le cerveau derrière l'entreprise qui s'appelle Postadem. Et ta mission dans la vie, c'est vraiment de mettre fin, et j'adore cette expression, aux carrières subies et de permettre à chacun d'oser suivre la voie qui est la sienne, que ce soit en trouvant un nouveau job, soit même, pourquoi pas, en se lançant dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat. Puis tu te doutes bien que c'est cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. J'ai été regarder un petit peu ton parcours, c'est incroyable. Enfin, je vois que tu as fait des études à Sciences Po, dans des grandes écoles, un début de salariat dans les RH, donc tu nous en parleras. Tu as rapidement démissionné d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu accompagnes chacun à s'épanouir professionnellement à travers soit des coachings individuels ou des programmes en ligne, etc. T'as fait des interventions. Non mais la meuf... En fait, je savais pas tout ça avant, sinon je pense que j'aurais jamais osé dormir dans la même chambre que toi. T'as fait des interventions chez The Family, Europe 1, Cadre Emploi, ici Londres, pour ne citer que. En plus, cerise sur le gâteau, t'es suivi par près de 20 000 personnes sur LinkedIn, donc s'il te plaît. Et tout ça en 3 ans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est ça. Écoute, non mais merci pour ta présentation. Alors, je précise, c'était dans un avion pour le Maroc pour une retraite, parce que sinon ça semble presque bizarre cette histoire. Ouais, genre je t'ai poursuivi dans l'avion, je me suis cachée derrière toi en mode fangirl. Oui, c'est vrai qu'on était intervenante sur une même retraite. Pour une retraite d'entrepreneuriat, donc comme ça on a pu animer ça quasiment en même temps en tout cas. Mais ouais, c'était une chouette expérience, donc très contente aussi de te retrouver pour le podcast aujourd'hui. Écoute, dans ta présentation, nickel, j'ai presque pris la grosse tête du coup, donc c'est ça au niveau des études. Après, j'ai travaillé en RH et surtout dans le conseil en management. Et ensuite, ça fait 2 ans. En fait, ça fait 2 ans que j'ai démarré Postadem, enfin à date en tout cas. Donc ça fait à peine plus de 2 ans. Et ça va faire 3 ans que je suis indépendante parce que j'ai aussi fait un petit peu de freelance, je t'en parlerai justement sur le démarrage. Donc écoute, nickel comme présentation. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire moi la présentation, parce que je peux me permettre de mettre plein de trucs, parce que sinon des fois on n'ose pas trop, tu vois, se lancer des fleurs. Donc trop cool, merci. Donc voilà, justement tu peux nous expliquer, toi de toute façon tu as démarré en tant que freelance. Est-ce que tu as démarré en ayant une autre activité à côté, ou tu étais à 100% en tant que freelance, tu étais encore salarié? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, au tout début, moi déjà, j'ai posé ma DEM moi-même quand je travaillais dans le conseil en management parce que je manquais cruellement de sens dans ce que je faisais. Et j'ai changé d'emploi, j'ai rejoint une start-up dans ce qu'on peut appeler les EdTech, donc dans l'éducation, technologie de l'éducation. Et j'ai travaillé là-bas en tant que salarié, j'avais un CDI et ça s'est soldé avec une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir le chômage en fait en partant. Et donc ça, c'était en juin 2017. Donc là, à date, ça va faire quasiment 3 ans, ça. Et donc, je suis partie avec le chômage. Le souci, c'est que le chômage ne me permettait clairement pas de vivre, juste à peine de payer le loyer et remboursement de prêt. Donc, dès le départ, il fallait que je fasse du chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'au démarrage, j'ai commencé avec des missions freelance en formation, parce que dans le conseil, je faisais beaucoup de formations. C'était mon sujet favori et j'animais beaucoup de formations. Je créais des formations. Donc, j'en ai fait en freelance et aussi, je donnais des cours particuliers à des étudiants. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois quand le projet de Postadem se préparait. Et ensuite, je me suis vraiment lancée à temps plein dans Postadem en janvier 2018. Voilà. Waouh, c'est hyper impressionnant. Et du coup, quand tu as lancé, du coup, tu as eu cette première transition de salarié à freelance. Et quand tu étais freelance et que tu as lancé Postadem, tu as arrêté le freelancing et tu t'es mis tout de suite à 100% dans Postadem pour mettre 100% de ton énergie dedans, ou c'est quelque chose que tu as fait progressivement? Écoute, de mémoire, il y a eu les 3 premiers mois où j'ai continué les cours particuliers à côté jusqu'à ce que je me dise mais ça suffit, ça me prend du temps d'aller donner les cours chez les étudiants, chez mes élèves et tout, c'était pas possible. Et ensuite, j'ai fait de la formation encore quelques mois, mais c'était quelques jours par mois en fait. Simplement la formation, je passais par des organismes de formation, donc j'étais presta et c'est bien payé à la journée, donc je faisais seulement quelques journées par-ci par-là. Donc oui, il y a eu un petit peu en parallèle pendant quelques mois, mais c'était vraiment très léger, c'était quasi du plein temps sur Postadem. Ouais, il y a une transition, mais très très courte et assez brutale pour le coup. Ouais, c'est ça.
Eh ben écoute, j'ai très envie de te cuisiner un peu là-dessus aujourd'hui parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de freelances qui veulent passer en entrepreneuriat en ligne ou pas en ligne d'ailleurs à temps plein ou même de personnes qui sont salariées, qui sont en train de monter un business et qui avec la volonté derrière de passer à temps plein. Donc la première question qui revient beaucoup et j'adorerais avoir ta réponse dessus, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a beaucoup trop d'idées d'entrepreneuriat, on sait qu'on veut monter un business, on a plein d'idées mais on veut être sûr de choisir la bonne et comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne idée? Ok, vaste question effectivement qu'on pose souvent et c'est très rigolo que tu me poses cette question parce que cette semaine dans la formation Side Project, en fait c'est la thématique de la semaine, c'est le module 4 où on travaille justement sur le choix de l'idée parce que la plupart des participants ils arrivent avec plusieurs idées, comment je fais pour choisir, donc tu vois il y a 1h30 de module là-dessus, donc pour le coup c'est un vaste sujet. Alors, sans vouloir spoiler ton programme, est-ce que tu peux nous partager peut-être un truc, une astuce? Ouais, non, mais c'est un vrai grand sujet. Blague à part, déjà, c'est de se demander pourquoi on a beaucoup d'idées. Est-ce que c'est parce que on est de nature à être créatif, à avoir plein d'idées qui viennent de partout? Est-ce que c'est parce qu'on a tendance à rester un petit peu trop dans le mental et à pas passer à l'action? Est-ce que c'est parce qu'on sent qu'on a plutôt un profil slasher où on aime avoir plusieurs activités en parallèle, tu vois, par choix, et qu'on s'organise pour ça? Donc déjà, c'est de comprendre en fait pourquoi on a plusieurs idées comme ça. Ensuite, c'est de faire passer un crash test à ces idées. Là, moi, ce que je fais faire, c'est que déjà, on cherche à éliminer les idées qui vont pas tenir la route. Et il y a 4 grands critères en fait dans le choix d'une idée. Il y a le premier critère qui est plutôt sur les envies, l'alignement, l'objectif qu'on peut avoir avec cette idée. Donc ça part vraiment de la passion, de l'intérêt qu'on a pour le projet. Le deuxième critère, c'est au niveau plutôt talent et compétences. Pour moi, un side project et une création d'entreprise, autant partir de nos compétences, nos talents qui nous caractérisent au départ. Et du coup, c'est de voir par rapport à ce projet, est-ce que j'ai les compétences pour ça? Et si je ne les ai pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai la flamme pour les développer? Ou si je ne les ai pas, est-ce que je sais comment m'entourer des bonnes personnes? Tu vois, donc il y a vraiment aussi une réflexion sur le deuxième critère des compétences, des talents. Le troisième critère, c'est la faisabilité du projet. Alors, c'est mon approche en tout cas, c'est d'aller au plus simple, de pas chercher à faire d'usine à gaz. On est de la team simplicité là aussi, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est exactement ça. Donc la faisabilité du projet, le fait que ce soit accessible, réalisable assez rapidement, ça veut pas dire que c'est simple, tu vois ce que je veux dire, ça veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas c'est accessible et on sait comment y aller. Et le quatrième critère, c'est sur la rentabilité du projet aussi, parce que je veux dire, l'objectif, c'est quand même, si le projet nous plaît, d'en faire une activité qui soit rémunératrice. Donc déjà, c'est de faire passer un crash test aux idées à partir de ces 4 critères. Et à partir de là, alors souvent d'ailleurs, on trouve l'idée de cette manière-là, et si on trouve pas l'idée à partir de là, qu'on hésite entre 2, 3, moi ce que je recommande, c'est d'aller explorer, d'aller tester l'idée sur le terrain pendant un laps de temps donné. Par exemple, de dire, ok, cette première idée A, je vais lui accorder 1 mois ou 3 mois de mon temps, où je vais jouer le jeu à fond comme si j'y allais. Et en fait, en étant sur le terrain, je vais voir si je me prends au jeu, si au contraire, je sens que je bloque, si je suis alignée ou pas, je vais voir si j'ai envie de poursuivre l'aventure. Et il y a que ça, en fait, qui va donner la réponse. On peut pas choisir sur des suppositions. Tu vois, donc c'est ça mon approche résumée en 2 minutes. Magnifique job. Et franchement, j'adore que tu dises vraiment de tester, parce que moi, je suis à chaque fois en train de pousser tout le monde en disant, mais passez à l'action, testez. Il faut tester pour voir si ça fonctionne. Et les gens sont toujours terrorisés parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils se mettent en action, il faut qu'il y ait des résultats positifs et il faut y arriver, sinon c'est un échec, alors qu'on parle vraiment de test. Donc merci de souligner ce point-là parce que je pense effectivement que c'est vraiment hyper important. Alors, selon ton expérience personnelle, ce que tu peux observer chez les gens que tu accompagnes, à ton avis, à peu près en moyenne, évidemment il y a plein de facteurs, au bout de combien de temps on peut commencer à espérer gagner sa vie avec son business? Sachant que moi, je sais que de mon expérience, j'ai mis 4 mois à le faire, la toute première fois que je me suis lancée. Toi, comment tu as vécu les choses et qu'est-ce que tu observes? Alors, très bonne question aussi qui est souvent posée et que je me suis beaucoup posée moi-même où je trouvais pas la réponse. Surtout qu'il y a 3 ans, c'était moins... Non, mais c'est vrai, il y a 3 ans, c'était aussi beaucoup moins démocratisé, en fait. On avait moins d'infos aussi là-dessus. Alors, moi, je suis OK avec ce que tu viens de dire. Comme tu viens de l'expliquer, en fait, c'est une moyenne et il y a énormément de facteurs qui viennent jouer, en fait, qui viennent impacter ça. C'est déjà en fonction du temps qu'on a disponible pour travailler dessus. Est-ce que c'est du plein temps ou pas? Ça va dépendre évidemment du business model, ça va dépendre d'énormément de choses, du fait qu'on soit déjà présent sur le marché ou pas, par exemple dans son job, tu vois. Donc c'est très compliqué, mais il n'empêche que selon moi c'est possible d'en vivre en moins de 6 mois.
Pourquoi moins de 6 mois? Parce que ça laisse quand même le temps de poser les bases et d'aller chercher les premiers clients. On a en plus, quand on est plutôt sur du service, on a quand même surtout sur du service, mais le statut de micro-entrepreneur qui est assez simple et qui permet quand même de rentrer rapidement dans l'entrepreneuriat, même si à terme, c'est pas le statut le plus avantageux, mais pour démarrer, c'est une possibilité. Et une fois, je participais à une conférence avec des entrepreneurs, alors je vais pas quoi que je pourrais les citer, c'est des grosses boîtes type Doctolib ou Merci Andy, et on avait justement un débat devant les participants sur le sujet, et c'est vrai que pour d'autres activités même comme ça peut être moins de 6 mois quand on décide que c'est ce qu'on cherche à faire et qu'on met en place le business model pour ça, donc c'est complètement possible. Après, ça veut pas dire que si on vit pas encore son activité au bout de 6 mois, c'est qu'on a raté un truc. Non, c'est qu'il faut avoir la bonne stratégie pour ça, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Et d'expérience dans ceux que j'ai accompagnés ou ceux que je connais, il y a vraiment de tout en fonction de comment on s'y prend. Donc bon, je sais pas si c'est une réponse qui rassurera, mais en tout cas, c'est possible en moins de 6 mois. Et moi, ça m'a pris 6 mois d'ailleurs. Hein. Ben voilà, parfait, tu t'illustres parfaitement. Non, c'est vrai que je tiens à rassurer, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent comme ça fait plus de 6 mois, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Non, enfin, moi je sais que mon audience aime les chiffres, ils aiment les informations précises, donc je tiens à leur en donner, mais encore une fois, ça dépend de tellement de critères qu'on peut pas considérer ça comme une règle de réussite ou d'échec d'un business. Et alors... On a cette moyenne de 6 mois, mais du coup, à ton avis, toi, c'est quoi le bon moment quand on a démarré un side business, qui commence à prendre, qu'on commence à dégager un bon chiffre d'affaires, c'est quoi le bon moment pour quitter son salariat et passer à temps plein sur son business? Alors par rapport aux 6 mois, c'est vrai que j'ai un petit peu en tête quand même quand on est quasi à plein temps. En tout cas, si on a un job plein temps, ce sera pas en 6 mois pour le coup. Par contre, si on a la majorité de notre temps sur le projet, là en 6 mois, c'est jouable. Par rapport au fait de quitter son job, ça dépend de plusieurs choses. Il y a une dimension très personnelle, très psychologique et presque un peu énergétique. Et il y a une dimension beaucoup plus pratico-pratique et financière. Si on prend la raison pratico-pratique, c'est là dans l'immédiat, c'est quoi le potentiel avec mon projet? Quelles sont les conditions de départ que j'ai avec mon entreprise? Est-ce que je peux avoir le chômage ou pas? Combien de temps je peux tenir avec mes économies si je vis sur mes économies? Donc ça dépend d'énormément de critères et il faut être honnête avec soi-même là-dessus. Le but, c'est pas d'être une tête brûlée, de se dire allez, je quitte tout du jour au lendemain et puis on verra ce qui se passe. Non, c'est quand même de mettre en place une base sécuritaire, parce que le fait de pas avoir de sécurité, ok, ça motive, mais ça peut paralyser aussi si on dort pas parce qu'on sait pas comment payer le loyer. Donc déjà de s'assurer de ces éléments très pratiques, et ensuite c'est plus au niveau du ressenti et notamment de l'énergie qui est prise par le job dans lequel on est encore. Si on sent que notre job il nous prend énormément d'énergie et qui nous plombe pour tout le reste, dans ces cas-là, il faut en partir le plus vite possible. Si c'est acceptable et qu'on arrive à peu près à gérer les deux, même si c'est pas une situation idéale et qu'on peut tenir encore un petit peu, dans ce cas-là, on peut continuer en parallèle. Voilà. Mais en tout cas, je donnerais pas, un chiffre d'affaires à réaliser pour se dire que c'est le moment, parce que ça dépend d'autres critères que ça. Bien sûr, si on a déjà des premiers clients avant de partir, c'est le signe que oui, il y a du potentiel et que si on a plus de temps, ça ira, quoi. Mais voilà, donc c'est les deux aspects à prendre en compte selon moi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien dire, à partir du moment où il y a eu des premiers clients et justement, on a pu tester par A plus B que notre business model est viable et qu'il y a de la demande et qu'on peut attirer des clients. Parce que c'est vrai que tout plaquer pour se lancer dans un projet, même si on parlait de la phase de test avant, sans savoir si ça va marcher ou pas, c'est un risque. Après, si t'as pas d'enfants, si t'es tout seul, pourquoi pas? Tu vois, c'était bien l'expression de brûler les bateaux. Après, quand il y a des enfants, une famille à charge, peut-être, un emprunt sur la maison, un truc comme ça, c'est vrai que c'est quand même bien de considérer le facteur risque et le facteur financier avant de se lancer en mode YOLO, Aline Charlotte, elles ont dit d'y aller, moi j'y vais, tu vois. Bien sûr. Donc merci vraiment de mettre les parenthèses et de poser le cadre pour ça, quoi. Donc, forcément, on va commencer à parler un petit peu d'organisation, parce que la question number one, ça doit être de comment je m'organise comment je trouve le temps pour lancer mon business et développer mon business quand je suis déjà salariée, que j'ai éventuellement des enfants, une vie à côté. Là aussi, gros sujet sur l'organisation. C'est ma spécialité, les grosses questions compliquées. Alors, pour moi, la question de l'organisation, c'est pas tellement, en tout cas pour démarrer, des petites techniques de productivité. Ça, à la limite, ça vient après. La base sur ce qui fait qu'on arrive à s'organiser sur les deux en parallèle, c'est que on sait ce qu'on a à faire.
Donc, on a des objectifs qui sont clairs, on a un cadre et on sait sur quoi avancer. D'ailleurs, c'est valable quand on le fait à côté ou quand on le fait à plein temps. Tout à fait. Tu vois, moi, les périodes où je suis pas au clair sur mon objectif et du coup sur ma stratégie, c'est là que mon organisation en pâtit. À l'inverse, quand je sais dans quelle direction je vais, heureusement, c'est la majorité du temps, mais il y a quand même aussi des moments de flou, tu vois. Et ben dans ces conditions-là aussi, je m'organise beaucoup mieux. Donc déjà, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs. Et moi, ce que je recommande... mais amen à ça. Franchement, rien que ça, merci de le dire. On va insister là-dessus. Mais déjà, le fait d'avoir les objectifs, moi, ce que je recommande, c'est de limiter à 3 objectifs. J'ai un peu ce truc-là de dire toujours 3 maximum. Ça marche pour l'année, ça marche pour le trimestre, ça marche pour le mois, ça marche pour la semaine, ça marche pour tout, en fait. Le fait d'être Et moi, je dis limité à toujours 3. Pour la journée aussi, de se fixer 3 objectifs dans une journée, pas plus, quoi. C'est ça, donc ça fonctionne à tous les niveaux, bon pas jusqu'à l'heure ou à la minute, mais l'idée c'est ça, et c'est vrai que ça, pourquoi pas, ça permet de vraiment, tu vois, être focus, de pas s'éparpiller sur d'autres choses. Au-delà, on n'y arrive pas. Moi je sais que quand je me fixe trop d'objectifs, il y en a forcément qui passent à la trappe malgré toute la bonne volonté, parce qu'on a un temps de cerveau disponible, même si techniquement dans l'agenda ça peut passer. On n'a pas l'énergie mentale pour ça. En fait, on a aussi besoin de se reposer pour que ça fonctionne. Donc déjà, c'est d'avoir des objectifs clairs. Et ensuite, ces objectifs, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça représente comme tâche ? Concrètement, comme travail concret, ça représente quoi ? Et ce travail concret, c'est important d'évaluer le temps et ce temps de le mettre dans son agenda. Parce que là aussi, on peut se rendre compte que quand on regarde vraiment le détail, en fait, ça ne rentre pas dans l'agenda. Ça peut être très frustrant. D'ailleurs, c'est un peu mon cas en ce moment. C'est que ce que j'ai envie de faire, je me rends compte que ça passe pas. Mais au moins, je le sais et donc je réadapte, tu vois, mes objectifs en fonction de ça. Et ça, c'est le principe du time boxing. C'est ces tâches, je vais les placer dans mon agenda. Et à quoi ça sert de placer dans son agenda ? C'est de se dire, je vais pas m'éparpiller sur 36 trucs. Ce matin, j'ai ça qui est marqué. Ça ne veut pas dire qu'on devient des robots et que, comme on avait dit, de 10 à 12, on bosse sur tel sujet, on est obligé de le faire. Parce que parfois, on a des moments de flow où on sent qu'on est vraiment motivé sur un des chantiers sur lesquels on travaille, on sent que on est particulièrement inspiré. Moi, ce que je recommande quand on a vraiment un pic d'inspiration, c'est d'en profiter, de surfer sur la vague à ce moment-là. Mais l'avantage d'avoir organisé son agenda, c'est que le petit bloc, tu vois, où il y avait écrit ce qu'on était censé faire, plutôt que de le supprimer, on va le déplacer dans l'agenda. Et si on voit qu'on n'a plus d'endroit où le déplacer, c'est là qu'on va se forcer à le faire. Et ça aide vraiment énormément à pas, en tout cas, à pas s'éparpiller. Et voilà, en tout cas, comme astuce d'organisation. Et la dernière chose que je peux partager là-dessus, c'est de préparer toujours sa semaine. Ça, c'est vraiment le truc qui m'aide énormément et que j'oblige mes clients à faire aussi. C'est soit le dimanche après-midi, soit le lundi matin. Tu prépares ta semaine, c'est-à-dire que tu fais le bilan de la semaine précédente. Ça prend 5 minutes, tu vois, mais qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli par rapport à mes objectifs. Et ensuite, de se fixer les objectifs de la semaine et de planifier sa semaine. Et en fait, on démarre beaucoup plus sereinement. Moi, j'ai tendance à bien aimer faire ça le dimanche. Comme ça, je sais que... je me sens sereine sur le fait de démarrer ma semaine. Voilà, c'est ma dernière recommandation qui fonctionne qu'on soit salarié à côté ou pas. Mais a fortiori, quand on est salarié à côté, on a vraiment besoin d'être carré, de savoir où on va. Franchement, merci, parce que là, tu viens de délivrer genre un bloc de valeur, genre c'était de l'or en barre, quoi. Et effectivement, il y a de l'organisation, mais alors je pense aussi qu'il y a une partie de gestion de priorité, tu vois. De vraiment, encore plus que quand on est à temps plein sur son business, savoir aller à l'essentiel, savoir rester efficace, focus, et pas commencer à perdre son temps dans des trous de lapin sur des petites tâches et tout. Comment toi, t'abordes la gestion des priorités avec toi-même dans ton business, ou même avec tes clients qui ont ce side project à côté ? La gestion des priorités. Écoute, c'est d'avoir une vision déjà de... Moi, j'aime bien partir plutôt de la vision personnelle parce que le but, c'est pas de s'épuiser dans son business pour développer un business, c'est plutôt d'avoir un business qui va être au service de la vie perso qu'on veut. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, c'est de faire un travail de vision. Alors là aussi, je cadre ça assez sérieusement sur comment tu définis ta vision perso. À partir de là, comment tu définis ta vision business. Et c'est cette vision, en fait, qui va te permettre de voir tes priorités. Et quand il y a un chantier sur lequel tu penses avancer et que tu n'es pas sûr en fait que ce soit prioritaire, demande-toi si ça te rapproche, tu vas de l'objectif et de la vision de long terme. Et c'est pas toujours facile de le savoir, d'ailleurs, c'est pour ça que le fait d'être accompagné, de faire partie d'un groupe pour ça aide énormément parce que tout seul, on n'a pas toujours le recul nécessaire.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et même pour partager un truc qui m'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier soir, ça m'a traumatisée. Mais pareil, je me suis reconcentrée sur ma vision parce que j'avais ce problème de manque de temps, de priorité, etc. Et j'ai dû me retrouver à annuler un projet qui me tenait énormément à cœur, que je montais en partenariat avec une autre entrepreneur. Donc en plus, je la laissais tomber complètement. Mais je savais qu'il fallait que j'annule ce truc-là, même en cours de route. Et c'était très dur de laisser tomber un truc, surtout un truc qu'on a déjà commencé. En plus, il y avait d'autres personnes impliquées. Mais des fois, c'est nécessaire pour se concentrer, comme tu le dis si bien, sur ta vision, quoi, et pouvoir prioriser ce qui est vraiment important. Ouais, complètement. Tu nous parles, là, depuis tout à l'heure, tu teases un peu, puis j'attendais la fin pour introduire ça. Tu nous parles de ton programme Side Project, du coup, c'est pile poil ça, en fait. T'accompagnes les gens qui sont salariés ou qui veulent faire une transition à monter un business à côté, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Side Project, pour le coup, c'est le programme que je propose pour tester, pour démarrer son projet à côté de son job. Parce que moi, ma communauté, c'est des personnes qui, pour la majorité, sont en poste, se reconnaissent plus dans leur job et se disent, tiens, j'aimerais bien aller voir du côté de l'entrepreneuriat, sauf que c'est le flou et qu'on se dit, bah non, moi, j'ai pas la capacité de tout plaquer du jour au lendemain. Donc là, le principe, c'est que pendant 3 mois, tu travailles justement sur comment opérer cette transition en testant le projet. Et donc, pendant 3 mois, c'est vraiment les étapes dans l'ordre parce que souvent, on est dans le flou sur comment ça se passe en fait de lancer un projet. On sait qu'on est censé passer à l'action, mais on commence par quoi dans cette histoire? Donc c'est vraiment étape par étape d'acquérir, tu vois, cet état d'esprit déjà entrepreneurial quand on n'a jamais été entrepreneur, c'est déjà la base. Ensuite, c'est de choisir le projet sur lequel on travaille et ensuite c'est de commencer à le tester et à avoir ce que j'appelle les premiers cobayes. Donc ça, c'est les premiers clients qui sont des clients tests et à partir de là, décider à la fin du programme ce qu'on fait. Est-ce qu'on décide de poursuivre ce projet et d'en faire son activité à temps plein? Est-ce qu'on le garde en side project à côté? Est-ce qu'on l'abandonne et on décide de faire autre chose? Ça arrive aussi, tu vois, c'est pas un échec, c'est qu'au moins on sait pourquoi on fait les choses. Et donc voilà, ça c'est un programme qui se fait sur 3 mois. Trop cool. Et vraiment, tu abordes du coup dedans tout ce qu'on a un peu abordé pendant cet enregistrement, c'est-à-dire la vision, les objectifs, organiser son temps, tester son projet, etc. C'est bien ça. Oui, c'est absolument ça, c'est que tu travailles aussi bien sur le côté plus développement personnel de l'entrepreneur et des actions vraiment concrètes. Donc le choix du projet, on en a parlé. Le fait aussi d'avoir des idées de projet, parce qu'il y en a qui arrivent dans le groupe, dans la formation et qui parfois manquent un petit peu d'idées, ne sont pas au clair. Donc comment est-ce qu'on trouve des idées? Comment est-ce qu'on choisit? Et ensuite, comment est-ce que on va faire l'enquête auprès de la clientèle cible, comment est-ce qu'on va recenser les besoins, comment est-ce qu'on prépare sa communication sur sa première offre test, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients test, quelle stratégie de communication et stratégie commerciale on met en place, comment est-ce qu'on s'organise, comment on est productif, aussi des aspects, tu vois, plus administratifs et juridiques quand on démarre en fait son activité. Donc voilà, on a vraiment tous ces éléments qui sont abordés et le principe c'est que pendant 3 mois, chaque semaine tu as un module qui est d'actualité. Comme là je disais, ceux qui sont en ce moment, c'est le module 4 sur le choix du projet. Et donc le module, tu as la vidéo, tu as le support et surtout tu as des exercices hyper concrets que tu viens partager dans le groupe de formation avec les autres participants et les mentors qui répondent à tout le monde. Donc c'est vraiment pas, t'es pas solo dans ton coin, enfin ça tu le sais quand on est entrepreneur et c'est hyper important de s'entourer. Donc là tu vois, il y a l'effet de groupe aussi, le mentorat qui joue énormément et puis je fais plein de live questions-réponses un petit peu sur ce format-là. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un peu mon programme, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est mon programme favori pour démarrer dans l'entrepreneuriat et j'aurais bien aimé moi au départ qu'on me parle du principe de side project parce que c'est vrai que il y a 3 ans, c'était plus le côté la mode start-up, tu vois, où tu dois lever des fonds, créer un produit forcément hyper innovant. Et c'était vraiment une approche de l'entrepreneuriat qui, moi, me correspondait pas. Et pendant longtemps, j'ai pas osé me lancer parce que je me disais que j'avais pas le profil pour ça, parce que je me reconnaissais pas forcément, tu vois, dans les histoires d'entrepreneurs que je voyais. Alors que maintenant, voilà, je trouve qu'on parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat plus simple. Ça veut pas dire facile là aussi, mais sur des modèles économiques différents et voilà. Donc, et où en fait c'est accessible à tout le monde, tu vois, où il n'y a pas besoin d'être une tête brûlée, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'entrepreneuriat et on peut déjà commencer en étant soi-même. Donc t'as pas besoin de lever 2 millions de fonds auprès d'une banque. C'est ça. C'est beaucoup trop cool. Et du coup, est-ce que ça s'adresse aussi aux freelances qui voudraient se lancer plutôt dans genre le business en ligne ou l'entrepreneuriat pour avoir moins cette dépendance envers leurs clients? Ça s'adresse à tout le monde en fait, on a n'importe quel type de projet, on a absolument de tout, on a des personnes qui ont un projet de devenir coach, on a des freelances, on a même des lieux physiques dans les projets, il y a énormément de choses qui sont proposées, en fait la méthode, l'approche est la même quel que soit le type de projet.
D'accord, de vraiment du coup monter un projet, le tester, et voir par A plus B si ça fonctionne ou pas pour être sûr de ne pas faire de bêtises et se lancer en toute sécurité. C'est ça, et ça marche pour tout le monde. C'est trop cool. Et je rajouterais même que pour avoir du coup assisté à ton workshop au Maroc, etc., j'ai 100% confiance. J'ai pas suivi ton programme, mais j'ai 100% confiance en l'accompagnement et la qualité de ce que tu donnes. Je trouve ça juste extraordinaire ce que tu fais. Donc voilà, je sais que je te recommanderais les yeux fermés si quelqu'un a besoin de ça dans mon entourage. Mais je te remercie. Je repars avec le melon, moi, du coup, de cette interview. Bah écoute, si j'ai pu être ton petit coup de boost de la journée, ça va. Est-ce que tu peux nous dire, alors, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut en savoir plus sur le programme? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, alors, pour me suivre, déjà il y a le site postadem.com où il y a tous les articles, tous les contenus, donc ça c'est plutôt pour la veille, pour la lecture, pour s'inspirer. Ensuite, pour me suivre, c'est par email. Il y a une newsletter le mardi avec tous les contenus de la semaine et il y a ma chronique du dimanche, qui est un texte que j'envoie avec souvent, très très souvent, je parle d'entrepreneuriat, j'aborde ces sujets-là de manière un petit peu plus informelle. Donc par mail, et ensuite pour les échanges, il y a le groupe privé Facebook Postadem, donc je fais des lives de temps en temps dedans. Il y a toute la communauté, donc voilà, ça c'est vraiment pour suivre et être dans la communauté. Et ensuite pour Side Project, à la limite je te partagerai le lien avec la présentation du programme pour avoir les infos. Je mettrai tous les liens dans ma description, tu m'enverras ce que tu veux que je rajoute, etc. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose avant qu'on se dise au revoir et qu'on se quitte bonnes amies, comme on dit? Écoute, non mais je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de points communs dans notre approche de l'entrepreneuriat et je pense que la conclusion c'est vraiment simplicité. On cherche pas à créer une usine à gaz, c'est de faire les choses en étant soi-même, tu vois, de pas chercher à rentrer dans un modèle qui nous correspond pas. Et ensuite, c'est que c'est accessible à tout le monde et qu'il faut y aller, quoi, qu'il faut vraiment tester, il faut tenter et que l'aventure c'est ça et qu'à toute étape de l'entrepreneuriat, en fait, on rencontre de nouveaux obstacles, ça fait partie du jeu. On a un peu tendance à se comparer, tu vois, à des entrepreneurs plus avancés, à toujours se dire, moi, il me manque ça, ça et ça. Et en fait, c'est juste des étapes par lesquelles on passe. Donc, faut commencer par l'étape 1. Donc j'espère en tout cas que le podcast, ça donnera envie à ceux qui l'écoutent de démarrer la première étape. C'est ça. Et il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner par Charlotte, par moi, parce que ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite, beaucoup plus directement au but, comme on dit, droit au but. Et voilà, et puis surtout quand c'est un side project, généralement on n'a pas toujours le temps de pouvoir tester et échouer et se perdre dans des trous de lapin. Donc d'avoir un coach, d'avoir un cadre, d'avoir un mentor, ça peut vraiment aider dans cette démarche. Oui, complètement d'accord. Je me doutais que tu n'allais pas dire non sur celle-ci. Charlotte, merci énormément d'être venue sur le podcast. Je sais que ton temps est super précieux, donc je me sens d'autant plus honorée de t'avoir eu. Et puis je mettrai tous les liens en description, comme on a dit. Merci encore et puis à très bientôt. Merci à toi, Aline. À bientôt. Et voilà les amis, vous savez, moi ce que je retiens vraiment de cet échange, mais c'est la même chose un petit peu que ce qui s'est passé avec Pauline la semaine dernière, c'est vraiment quand on a double ou triple casquette, que ce soit plusieurs projets, plusieurs business, ou juste tout simplement parce qu'on est un parent à côté, l'important c'est l'organisation, mais l'organisation ça se passe d'abord dans la tête, c'est-à-dire dans le mindset. Dans l'état d'esprit. Il faut savoir définir vos priorités, il faut savoir lâcher prise sur ce qui n'est pas prioritaire pour vous et ensuite il faut savoir passer à l'action, se mettre en mouvement et se faire confiance. La partie formation, se former, se faire accompagner pour gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner en rapidité, etc. Elle est aussi très très importante, elle n'est pas obligatoire, on peut réussir sans être coaché, sans être accompagné, sans être formé, mais encore une fois, gain de temps, gain d'énergie et grosse rapidité, ça passe souvent par se faire accompagner par quelqu'un. Un immense merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à aller checker le super travail de Charlotte. Et de mon côté, je vous encourage à vous abonner à ce podcast, tout simplement parce que je vais sortir de plus en plus, dès que je peux, des épisodes bonus, comme par exemple des lives que je fais sur Instagram et que je monte ensuite en podcast, ou des petits épisodes supplémentaires. Je n'en parle pas sur mon blog, je n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Le seul moyen d'accéder à ces épisodes et d'être notifié quand il y en a un nouveau, c'est de s'abonner au podcast. Donc, on s'abonne, un petit commentaire, 5 étoiles, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite une super journée à tous et à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!